Alors, je vais partager avec vous mon PowerPoint. Tac, mon planning. Vous le voyez bien? Oui. Oui. Super. Donc, comme je vous disais, bon, certains d'entre vous me connaissez, d'autres un peu moins. Dans tous les cas, moi, je travaille beaucoup sur les questions d'indicateurs de bien vivre, d'impact social, de développement territorial, d'évaluation, tous ces sujets-là. Et donc, c'est vrai que quand j'ai songé à notre session d'aujourd'hui, j'étais un petit peu partagée entre le fait de vous parler construction du chiffre, de parler de la démesure de la mesure, des questions de performance, de vous parler aussi du mouvement des indicateurs de bien vivre et de l'usage qui peut être fait des indicateurs d'impact social, de bien vivre aujourd'hui. Et donc, je vous avoue que je n'ai pas vraiment tranché. Et donc, j'ai essayé finalement de combiner ces différents éclairages pour qu'on puisse mener notre discussion à partir de là, sachant que bien évidemment, articulant ces différentes entrées, je ne vais pas forcément beaucoup les approfondir. Mais j'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas au fur et à mesure à noter vos questions dans le chat, même si j'y réponds pas au fur et à mesure, ça nous permettra aussi, pendant le volet discussion, de s'en ressaisir. Donc, je vous propose une petite demi-heure de présentation, un peu plus si je ne m'y tiens pas, peut-être 40 minutes, et puis ensuite on consacre un bon temps sur le volet discussion. Alors, j'ai articulé tout simplement le cours d'aujourd'hui en deux parties. Une première partie qui est sur les différentes faces des indicateurs et qui va nous permettre de traiter de cette question de la démesure et comment on passe finalement de cette réflexion sur, on va dire, les effets pervers de la quantification aujourd'hui, les violences qui peuvent être liées aux indicateurs de performance, à une réflexion autour du bien vivre. Et puis, une deuxième entrée, plus sur la question des usages, qui je pense est quand même une question vraiment clé, qui préoccupe la plupart des acteurs aujourd'hui, que ce soit des entreprises de statut plus classique, des acteurs de l'ESS. Et donc, ça me semblait important d'y consacrer un temps. Et donc là, on parlera observation, évaluation et pilotage. Alors, ça n'a pas marché mon histoire de salle d'attente, manifestement. Désolée. Donc, on accueille Béatrice. Bienvenue, Béatrice. Ça a tout juste démarré sur deux parties. Du coup, une partie plutôt d'entrée en matière sur cette place du chiffre aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, hein, qui croise bien évidemment la question des violences hein, qui peuvent être associées à ces outils-là dans les organisations. Et puis, une partie sur les indicateurs de bien vivre et leur usage. Alors, pour commencer, il me semblait important quand même qu'on se dote d'une définition commune sur les indicateurs, ou en tout cas d'en dire brièvement quelques mots, puisqu'on voit bien qu'il y a plein de vocables qui sont associés aux chiffres aujourd'hui. Et si je commence simplement en vous donnant une définition simple de ce qu'on peut dire être un indicateur, on peut dire qu'un indicateur, c'est finalement une statistique à laquelle on attache une importance particulière, que ce soit pour la connaissance, hein, par exemple dans le monde de la recherche, ou que ce soit pour l'action. Mais du coup, l'indicateur, c'est déjà quelque chose, vous voyez, qui est opérationnel, c'est-à-dire quelque chose qui sert cette connaissance ou cette action de manière assez directe. Et finalement, ce qui va servir à construire cet indicateur, ben, c'est quoi? C'est des données brutes qu'on a récoltées, donc une source initiale d'information qui peut se trouver dans des bases de données, dans des enquêtes, etc., qu'on va retravailler sous la forme de variables. Donc, c'est déjà un premier niveau d'agrégation de cette donnée brute. Et puis ensuite, qu'on va synthétiser sous la forme d'indicateurs qu'on peut en même resynthétiser sous la forme d'indices. Hein. On peut penser aux indices du CAC 40, par exemple. C'est déjà une forme agrégée d'un certain nombre d'indicateurs. Donc, si je vous donne un exemple sur chaque niveau, si on prend par exemple le PIB, qui est quand même un indicateur clé aujourd'hui, le PIB, les données brutes, c'est le compte d'exploitation des lieux de création de richesse. La variable, c'est quoi? C'est finalement la valeur ajoutée. L'indicateur
ça va être la somme des valeurs ajoutées, ce qui constitue le PIB. Hein. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et puis, à partir de ce PIB, on peut très bien décider, finalement, de faire une mesure plus agrégée qui comprend, par exemple, un volet santé, un volet éducation, un volet PIB par habitant. Et là, on a, par exemple, l'indicateur de développement humain, qui est un indicateur très connu sur les questions de progrès social. Donc ça, c'est un préambule pour se dire, finalement, on a déjà une multiplicité de vocables qui peut prêter à confusion dans ce champ des indicateurs. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans des sociétés qui sont quand même relativement quantophréniques. Alors, quantophrénique, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a une sorte de frénésie du chiffre au sens où on a de plus en plus, alors pas dans toutes les organisations, mais dans quand même beaucoup d'organisations, on a de plus en plus de données chiffrées, notamment sous la forme de KPI. On a effectivement une inflation de ces données chiffrées aussi dans nos vies personnelles, dans les services publics. Et donc, on voit bien qu'on est des sociétés où il y a un certain attrait pour la quantification. Pour autant, cette quantification, elle n'est pas sans danger, et notamment un des dangers phares qui mérite d'être souligné, c'est le fait d'éloigner les personnes d'une réflexion sur ce qui pourrait être vraiment les finalités des actions conduites. Autrement dit, on en arrive à prendre l'indicateur ou le chiffre comme l'objectif de l'action, ou pour ne pas dire en quelque sorte sa valeur, au lieu finalement de considérer dans quelle mesure nous poursuivons cette finalité qui peut être effectivement alimentée par des éléments chiffrés, etc. Donc, quand l'objectif devient un objectif simplement quantifié, on voit bien que ça nous éloigne véritablement des finalités qui peuvent être à la fois des finalités dans le monde de l'entreprise, des finalités personnelles ou des finalités pour le service public. Alors, à cet égard, sur la question finalement des différentes faces de l'indicateur, il y a un imminent sociologue qui s'appelle Alain Desrosières, qui disait l'indicateur est-il bon, est-il méchant? Moi, j'ai retraduit cette question-là sous la forme de dire est-ce que l'indicateur finalement est le bon, la brute et le truand, qui en fait permet d'étudier trois phases complémentaires de l'indicateur. Donc, je vais brièvement tracer ces trois phases complémentaires, même si je n'aurai pas forcément le temps d'approfondir ce qu'on peut mettre derrière chacune de ces phases-là. Déjà, la phase bonne, la vertu du chiffre. Il y a bien évidemment une vertu extrêmement forte aux indicateurs en tant que, à la fois, outil de coordination, mais aussi d'outils d'objectivation des phénomènes. Hein. Ça permet à un moment donné, dans une réunion, de refroidir le débat aussi et de parler à partir d'éléments qui semblent quand même beaucoup plus tangibles, par exemple. Ce sont bien évidemment des outils de preuve et de connaissance, à la fois indispensables dans les organisations, mais aussi dans le champ de la recherche. Et ça peut être aussi des outils d'interpellation et de débat. Pour en donner juste un exemple, si on prend l'indicateur de l'empreinte écologique, on voit bien que cet indicateur-là, en nous disant par exemple il faudrait 6,8 planètes si toute la planète adoptait le mode de vie américain, on voit bien que ça résume une réalité très complexe en un chiffre directement frappant et qui permet effectivement d'alimenter le débat sur la question environnementale aujourd'hui. J'aime bien ce petit jeu de mots, mais c'est quand on prend les chiffres pour des données brutes qu'on les transforme en brutes, au sens où c'est finalement quand l'objectif devient simplement un objectif quantifié et qu'on a perdu de vue la véritable finalité de l'action, que les indicateurs se transforment en brut. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est bien
documenté aujourd'hui par la littérature sur les effets pervers des indicateurs dans les organisations, avec notamment ce qu'on observe des effets de rétroaction sur les situations ou sur le comportement des acteurs. Et donc, on a ici des comportements de surinvestissement, de complaisance, de mimétisme, des réponses inadaptées qui vont surgir, qui vont augmenter le stress. Et on sait qu'il y a un lien fort entre la montée en charge des indicateurs de performance à des fins de contrôle et la montée en charge des risques psychosociaux dans les organisations. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une transformation profonde dans la manière de gouverner un certain nombre d'organisations ou même de gérer les politiques publiques aujourd'hui. Et on a du coup une montée en charge des indicateurs qui peut être à certains égards pathologiques et des fois éloigner les organisations de leur véritable finalité et donc finalement nuire à la qualité du travail, nuire à la productivité, nuire à la prise en compte de l'humain. Si vous prenez, si je vous donne que quelques exemples, hein, il y en a beaucoup des exemples qu'on pourrait prendre ici, mais si on prend juste par exemple un exemple récent, celui du scandale des EHPAD, on voit bien que ce scandale-là, il est très lié aussi à la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs de performance ou à la réutilisation d'indicateurs qui sont des indicateurs à la base plutôt médicaux à des fins effectivement de gestion. Si on passe sur le dernier pan, sur la dernière phase de l'indicateur, pourquoi finalement on peut y voir une face truande? Parce que finalement les acteurs vont chercher à s'adapter aux contraintes qui sont fixées en termes de performance et notamment en termes de performance quantifiée. Ce qui va amener à des comportements de dissimulation, de maquillage de données. On observe ça par exemple sur la minimisation des incidents dans les organisations ou ce qui peut amener aussi finalement à une adaptation aux outils de la performance. À cet égard, je vais juste vous noter un nom dans notre volet conversation d'un ouvrage tout à fait passionnant et très, très accessible, très lisible, l'ouvrage de Maya Bovallé sur les stratégies absurdes. Et Maya Bovallé, en fait, chaque chapitre, c'est une organisation qui a mis en place une certaine méthode d'évaluation de la performance. Donc, il y a certaines méthodes qui sont plutôt des évaluations de la performance individuelle, d'autres collectives, d'autres comparatives. Et elles montrent systématiquement ce qui peuvent être à la fois les effets bénéfiques, mais aussi les effets pervers qui peuvent être associés à la mise en place de ces évaluations. Donc, un exemple simple, c'est par exemple, si vous prenez les évaluations annuelles, on sait bien que ça va transformer le rythme du travail. C'est-à-dire que les salariés vont avoir tendance à quelques mois avant le moment de l'évaluation, à avoir un pic d'activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'objectif. Donc, on voit bien que ce qu'on met en place en termes d'indicateurs ou d'évaluation modifie à la fois le rythme du travail, va modifier les types de coopération qu'on pourra avoir aussi en interne, ou le type plutôt de concurrence ou de conflit. Et donc, c'est vraiment important de penser ce qu'on appelle finalement la performativité des indicateurs, c'est-à-dire le fait qu'ils ne reflètent pas simplement une situation, mais qu'ils vont rétroagir aussi sur ce qu'est le cours de l'activité du travail. Alors, simplement parce que vous voyez que je suis assez enthousiaste, mais j'ai un rythme de diction des fois qui est un peu rapide, juste savoir si tout va bien pour vous jusqu'à présent. Tout va bien. Super. Très bien. Alors, je repartage avec vous mon PowerPoint. Et je vais juste vous dire quelques mots complémentaires sur la construction du chiffre, donc vraiment des éléments un peu théoriques, mais aussi très opérationnels, sur comment on peut appréhender cette construction du chiffre. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que peut-on mesurer recouvre finalement deux questions. Une question qui est relative qui est relative au côté technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en capacité techniquement de mesurer. Et donc, ça pose des questions de fiabilité de données, de qualité, de pertinence de l'information, etc.
C'est souvent là-dessus que porte la discussion. Et donc, c'est plutôt une discussion qui se fait dans une posture qui est scientifiquement qualifiée de positiviste, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur la façon de mesurer, il y aurait un phénomène, et puis comment on arrive à correctement mesurer ce phénomène-là. Il y a une deuxième question que recouvre en fait que peut-on mesurer, qui est plutôt une question de qu'est-ce qui fait sens en termes de mesure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens à la fois stratégiquement, politiquement, moralement, de mesurer aujourd'hui. Et ça renvoie du coup à la deuxième colonne que vous avez dans mon tableau ici, qui est plutôt une posture qu'on qualifie de constructiviste, c'est-à-dire que quand on discute finalement de ce deuxième sens de que peut-on mesurer, on ne va pas simplement parler d'opérations techniques, mais on va bien parler de ce qui est sous-jacent à la mesure. C'est-à-dire, par exemple, si on parle satisfaction client, qu'est-ce qu'on met derrière la satisfaction client? Quelle est la convention dont se dote? C'est-à-dire comment on s'accorde collectivement sur ce qui est cette satisfaction client? Et on voit bien qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et donc, ça va amener à interroger effectivement le sens de l'action de manière beaucoup plus fondamentale. Or, ce qu'on observe généralement, c'est que la discussion tend plutôt à se focaliser sur effectivement la façon de mesurer plus que sur la définition finalement des objets au centre de la mesure, ce qui est pourtant effectivement une discussion fondamentale à avoir pour savoir si les indicateurs servent bien les finalités de l'organisation. Je vous l'ai dit, les indicateurs ont donc un caractère en fait performatif, au sens où ils vont impacter à la fois ce qui est les représentations des acteurs, mais aussi ce qui va être la structuration de l'activité, le suivi dans les entreprises. Et donc, il y a un vrai enjeu à, en quelque sorte, remettre le chiffre à sa place, mais aussi à rediscuter de la pertinence des chiffres qui peuvent être usités dans les organisations. Là-dessus, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, qui est la métaphore prise par Jean-Paul Fitoussi dans un livre qui s'appelle le théorème du lampadaire. Et Fitoussi prend la métaphore suivante pour nous décrire ce qui est souvent les modes de fonctionnement qui peuvent exister dans certaines organisations. Il dit, en fait, nos indicateurs, ils n'éclairent que certains bouts de rue, hein, comme des lampadaires. Or, généralement, quand il y a un problème qui émerge, plutôt qu'à chercher à éclairer ce qui pourrait être en fait pertinent, nous adoptons souvent en fait l'attitude de quelqu'un qui aurait perdu ses clés dans cette rue-là et qui chercherait à tout prix ses clés sous les portions de rue éclairées. Donc, on voit bien que quand il y a un problème qui surgit, c'est pas forcément la solution, on va pas forcément la trouver dans les bouts de rue qui sont déjà éclairés. Et donc, il est sans doute nécessaire aussi de penser de nouvelles constructions pour effectivement faire face aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Ça nous amène très directement en fait à la question des indicateurs de bien vivre, de bien-être, de soutenabilité. L'enjeu justement de ce mouvement-là autour de ce vaste champ des indicateurs qu'on appelle des fois alternatifs, hein, au sens où ils essaient de capter justement ces parts d'ombre, ces parts non éclairées dans les organisations et sur les territoires. Éclairer ces aspects-là, c'est vraiment le sens en fait général de ce mouvement-là. Et un des sens fondamentaux, c'est aussi comment on discute collectivement de ce qui sont les finalités de l'action, et donc on remet bien les indicateurs à leur place, c'est-à-dire comme outils servant justement ces finalités-ci. Alors, je vous ai dit, je vous ai mis des ressources complémentaires. Je sais que ce n'était pas toujours évident d'identifier les ressources sur le site, etc. Et je me dis que du coup, si jamais il y a des points que vous voulez approfondir, c'est peut-être mieux de pouvoir s'en saisir en direct. Donc là, je vous ai remis à la fois des supports plus audio, émissions de radio ou écrits très courts qui en fait reprennent de manière beaucoup plus systématique et détaillée ce que j'ai pu vous dire déjà dans ce petit premier moment de présentation. Alors, j'en viens maintenant à ce mouvement pour d'autres indicateurs. Donc, je vous ai dit, les vocables sont multiples, au sens où on parle d'indicateurs de progrès social, de bien vivre, de soutenabilité, de bien-être, dans le champ des organisations plus privées, d'indicateurs extra-financiers. Ça va recroiser le mouvement sur la RSE, mais derrière ce vaste mouvement
mouvement, on a finalement un mouvement d'interrogation sur ce qui fait bien commun, sur ce qui est la contribution au bien commun des différents acteurs de la société et ce qui pourrait être des outils aidant à ce pilotage. Donc c'est un vaste mouvement international qui a cours maintenant depuis presque 20 ans, la frise n'est pas complète, et c'est aussi un mouvement à l'échelle locale dont se sont ressaisis un certain nombre d'organisations publiques et privées, et où il y a eu des tentatives en France de structurer ce mouvement-là, notamment à travers la loi Sas, qui a été en partie avortée en 2015. Alors, quand je vous dis c'est un vaste mouvement, juste pour vous en convaincre, je reprends une diapositive qui ne synthétise pas de manière exhaustive, mais qui montre la diversité de ce mouvement. Donc, en haut, vous avez les expérimentations de construction d'indicateurs plutôt à l'échelle internationale, et puis tout en bas, c'est les expérimentations conduites à l'échelle locale, que ce soit en France ou sur d'autres territoires à l'étranger. Donc, vous voyez que c'est effectivement un vaste mouvement pour construire d'autres indicateurs, pour mieux prendre en compte la qualité de vie sur les territoires, dans les organisations. Et c'est un mouvement qui est très pluriel, avec des acteurs impliqués qui peuvent être à géométrie extrêmement variable d'une expérience à l'autre. Pour vous en donner juste un exemple, si on prend une des plus vieilles expérience qui existe, qui est celle de Jacksonville en Floride aux États-Unis, donc sur ce territoire-là, c'est effectivement une expérience de construction d'indicateurs de qualité de vie qui a impliqué à la fois la CCI, à la fois un certain nombre d'entreprises locales, les pouvoirs publics, des associations, et donc qui se sont dotés de manière participative et commune d'un ensemble d'indicateurs qui leur a permis de se coordonner pour atteindre un certain nombre d'objectifs sur le territoire, que ce soit des objectifs plutôt en termes de soutenabilité environnementale, sur des réductions de pollution, etc., ou des objectifs plutôt sociaux. Alors, étant donné, vous voyez, la pluralité de ce mouvement-là, bien évidemment, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais vous allez voir que si jamais vous souhaitez en savoir plus, il y aura plein d'occasions finalement d'aller plus loin. Je vais simplement vous parler, puisqu'on est malgré tout sur Grenoble, du référentiel IBEST, qui est donc une de ces expérimentations. Donc IBEST, c'est indicateur de bien-être soutenable territorialisé, et c'est une construction pluriacteur. Alors quand je dis pluriacteur, c'est à la fois, ça a impliqué la société civile, le monde de la recherche, ça a impliqué également les pouvoirs publics, et c'est un référentiel qui est adopté par la métropole depuis 2015 et qui a été vraiment co-construite sur un temps long pour aboutir à ce référentiel du bien-être soutenable, donc qui est constitué de 8 dimensions: travail-emploi, affirmation de soi, engagement, démocratie et vivre ensemble, environnement naturel, santé, accès et recours aux services publics, temps et rythme de vie et biens de subsistance. Derrière, on a tout un ensemble d'indicateurs extrêmement fins qui permettent de comprendre quelles sont les conditions de vie des personnes sur les territoires, et notamment est-ce que les personnes qui peuvent avoir des difficultés dans le travail ou dans l'emploi, ce sont les mêmes qui ont des difficultés sur les questions de temps. Donc ça permet d'appréhender de manière beaucoup plus holistique les personnes, la situation des personnes, et aussi ce qui sont les grands enjeux pour le territoire. Alors, juste pour vous dire encore quelques mots sur IBEST, mais bien que je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous en dire beaucoup, mais juste vous dire que du coup, ce type d'expérimentation, ça part généralement d'une forme d'insatisfaction par rapport à l'existant. Une insatisfaction à la fois, par exemple, dans le cas d'IBEST, d'une focalisation sur les indicateurs économiques qui tendent à laisser de côté certains enjeux clés de la soutenabilité sociale et environnementale, une insatisfaction par rapport à des formes de rationalisation de l'action très instrumentale qui en fait réinterrogent pas les finalités collectives qui sont celles du territoire, et puis une insatisfaction aussi sur le fait de dire on a des indicateurs qui montrent toujours ce qui fonctionne, mais comment on pourrait avoir des indicateurs qui montrent aussi ce qui fonctionne bien sur le territoire. IBEST cherche à articuler en fait différentes choses, à la fois une
conception du bien-être individuel avec une définition collective de ce qui fait bien commun et soutenabilité sur le territoire. Cette expérimentation, elle articule un tableau de bord et un indice synthétique, des données d'enquête et des données administratives, et puis elle combine une approche à la fois experte qui assure la légitimité scientifique de la démarche et des moments participatifs importants avec les citoyens, la société civile, etc. Les usages de ce type d'indicateurs, ils sont pluriels et c'est sur ça que je vais aller maintenant parce que je pense que c'est quelque chose qui peut quand même très largement vous intéresser. On a à la fois des usages qui peuvent être relatifs à la connaissance, à diagnostiquer finalement, observer ce qui se passe sur le territoire ou dans les organisations, des usages en termes d'évaluation et puis ensuite également des usages en termes de pilotage de l'action. Donc, je passe à ma deuxième partie. Est-ce que sur le rythme, juste pour m'en assurer, ça va toujours bien? Très bien. Très bien. Super. Vous voyez que je suis quand même vraiment partie sur un format court, hein, mais on sent que je fais beaucoup de cours, donc j'espère que ce format-là vous ira bien, et puis vous me direz. Donc, des indicateurs, quel usage? Donc, 3 grands types d'usages. Et si on spécifie ce qu'on peut mettre derrière ces 3 grands types d'usage des indicateurs et plus spécifiquement de ces indicateurs de soutenabilité, de qualité de vie, de bien vivre, etc., on a finalement des usages plutôt pour comprendre, pour éclairer l'invisible, trouver des leviers d'action, réinterroger la structuration d'action, des usages donc plus centrés sur l'évaluation qui vont servir à la fois pour alimenter la prospective, pour nourrir les questionnements qu'on peut se poser dans le cadre d'une évaluation, et puis des usages en termes de pilotage, sachant que ces 3 types d'usages, bien évidemment, permettent de nourrir une transformation des logiques qu'il peut avoir dans les organisations. Donc, je vais revenir plus précisément sur chacun des usages et je vais m'arrêter plus longuement sur la question évaluative qui, je pense, est quand même une question qui est vraiment au cœur de l'actualité, à la fois des organisations privées, mais aussi publiques aujourd'hui. Sur l'observation, il faut bien voir que du coup, ces expériences autour des indicateurs de qualité de vie, de bien vivre, elles permettent de nourrir quand même très largement ce qui va être la connaissance de la structuration de l'action dans les organisations ou sur les territoires et du coup d'alimenter ce qu'on peut appeler le design de l'action, c'est-à-dire comment on va ensuite procéder. Alors j'en ai donné qu'un exemple qui peut faire un peu peur parce que ce schéma il est un peu complet, mais qui est du coup une synthèse sur IBEST, donc sur 2012, il y a eu le référentiel du coup est renouvelé tous les 5 ans et réalimenté en indicateur tous les 5 ans. Et le graphique peut faire peur, mais vous allez voir qu'une fois qu'on l'explique, il est très simple. Donc, il permet de synthétiser ce qu'est la situation des habitants sur le territoire grenoblois pour les 8 dimensions que j'ai évoquées précédemment. Si vous regardez en haut à droite, vous voyez qu'il y a travail-emploi et donc la part qui est dédiée à travail-emploi. On voit qu'il y a finalement 3 couleurs. Une première part où il y a 29% des personnes en vert, une deuxième part 59% des personnes qui sont en orange et puis 12% qui sont en orange foncé. Ça nous dit simplement qu'en fait, il y a 29% des personnes qui, par rapport à leurs conditions d'emploi, par rapport à la satisfaction qu'elles trouvent dans leur travail, par rapport au sentiment qu'elles ont du fait d'être payées assez justement, sont pleinement satisfaites sur le territoire. Il y en a 59% qui sont dans une situation intermédiaire, notamment par manque de reconnaissance, par un sentiment d'injustice salariale. Et puis, on en a 12% qui, elles, vont au contraire cumuler l'ensemble des difficultés. Vous voyez qu'on peut ensuite caractériser qui sont ces personnes et donc ça donne une connaissance extrêmement fine de ce que sont les problématiques qui se posent sur le territoire et puis ensuite on peut regarder qui se réalise bien à la fois sur le travail-emploi et du point de vue du temps et des rythmes de vie et du coup arriver à avoir une vision extrêmement holistique de ce qu'est la situation des personnes sur le territoire. Ça, c'est le même graphique, mais mieux designé pour 2018, donc je ne vais pas m'y attarder, je l'ai juste mis à titre indicatif, et je passe plus directement sur le champ de l'évaluation. Alors souvent, de plus en plus, on voit bien que cette question de l'évaluation
l'évaluation, c'est une question clé pour de très nombreux acteurs et notamment, on a des champs qui peut-être discutaient pas forcément très bien entre eux, qui aujourd'hui tendent à converger. Quand je dis des champs qui tendent à converger, c'est notamment qu'aujourd'hui, les travaux autour des indicateurs de bien vivre, donc qui étaient alimentés par différents acteurs, mais notamment très largement par des acteurs plutôt des pouvoirs publics, sont de plus en plus réappropriés par des acteurs d'organisations privées. Et on a tout un vaste champ de développement de l'évaluation de l'impact, de l'évaluation de l'utilité sociale, etc. Donc on voit bien que ces questions, par exemple, d'évaluation d'impact et d'utilité sociale, c'est des questions qui étaient des questions historiques, par exemple, pour le champ de l'économie sociale et solidaire, mais ce sont des questions qui maintenant concernent la plupart des acteurs. Et on peut dire que, en quelque sorte, alors qu'avant, on avait une ligne de partage qui était en fait relativement claire entre des acteurs qui servaient l'intérêt général, des acteurs qui servaient l'intérêt du capital et puis des acteurs qui servaient l'intérêt mutuel, on a aujourd'hui un brouillage de ces lignes de partage au sens où chacun des acteurs s'interroge sur ce qu'est sa contribution au bien commun et donc sur la manière dont on peut évaluer sa contribution au bien vivre, son impact social, etc. Ça, c'était déjà, il y avait déjà un mouvement en cours avec les questions de développement durable, de RSE, etc. Mais disons que ce mouvement-là, pour les organisations, notamment à but lucratif, s'est trouvé quand même très largement renforcé par la loi Pacte et le développement de la raison d'être des entreprises, qui amène à une nécessité de rendre compte de la manière dont cette raison d'être est respectée et poursuivie dans les organisations. Donc, c'est finalement des questions communes aujourd'hui qui se posent à ces différents acteurs qui s'interrogent sur chacun leur contribution spécifique au bien commun. Avant d'aller plus loin, c'est important, je pense, que je rappelle ce qu'on peut mettre derrière évaluation parce que la montée en charge finalement de ces questions évaluatives s'accompagne finalement d'un usage un peu approximatif du terme d'évaluation qui est souvent confondu avec d'autres pratiques qui sont complémentaires comme le contrôle de gestion, l'audit, etc. Donc, c'est aujourd'hui un terme très usité, le terme d'évaluation, et si on veut s'en donner une définition commune qui résume bien l'ensemble des approches qui peut être mises sous ce vocable, on peut dire qu'évaluer, c'est juger d'une action du point de vue de ses résultats ou de sa capacité à les atteindre. Quand on dit ça, ça veut dire que l'évaluation, et là on revient bien à l'étymologie du terme, c'est bien une opération de valuation, c'est-à-dire c'est bien une opération qui vise à estimer la valeur, et estimer la valeur, c'est bien une question qui relève, qui renvoie à ce que j'appelle des dimensions axiologiques, c'est-à-dire de l'éthique, du politique, etc., et qui ne peut pas se résumer à une opération de quantification ou de mesure. Certes, la quantification et la mesure peuvent nourrir l'évaluation, mais une évaluation ne se résume jamais à une opération de quantification ou de mesure. Donc, c'est avant tout une opération de jugement qui va être du coup assis sur des critères. Et donc, ces critères-là, il y a un enjeu fort à les discuter collectivement. On a aujourd'hui du coup tout un champ d'approches pour évaluer ce qui va être l'impact social, l'utilité sociale, le bien vivre, etc. J'en ai mis que quelques-unes, certaines qui vont mobiliser des méthodes plus quantitatives, d'autres plus qualitatives, certaines qui vont être sur un mixte. Dans tous les cas, on peut dire que l'ensemble des approches passe par ces 6 étapes incontournables. Et ça, je vous les ai remis. Alors, on n'aura pas forcément le temps de le tester ou de l'approfondir, mais un peu comme fiche pratique, où si jamais vous souhaitez finalement développer une approche évaluative, vous êtes sûr que vous allez passer par ces 6 étapes-là, qui sont en fait communes à toutes les approches évaluatives, qu'elles soient de nature plus quantitative ou qualitative. C'est finalement ensuite au niveau des choix qui sont effectués qu'on va observer des différences. Pourquoi finalement on évalue? Est-ce que c'est pour des raisons internes, externes, pour les deux? Qu'est-ce qu'on choisit comme registre de l'évaluation? Est-ce qu'on évalue au regard du bien
vivre, ou est-ce qu'on évalue au regard des ODD, ou est-ce qu'on évalue au regard d'un autre référentiel, qui on va associer, quand est-ce qu'on évalue, quel périmètre, et vous voyez bien que là, le champ des possibles est quand même extrêmement multiple. Je vous donne un exemple de la manière dont les indicateurs bien vivre peuvent alimenter une démarche d'évaluation. Un exemple qui est du coup tiré d'une évaluation réelle, conduite sur le relogement sur la métropole grenobloise, où en fait le référentiel du bien vivre a servi à la fois à alimenter tout le questionnement évaluatif sur c'est quoi les effets bénéfiques du relogement pour les personnes. Et donc, on est ici sorti d'une approche un peu fruste qui était celle des commanditaires qui voulaient simplement regarder l'effet du relogement du point de vue des revenus. Or, finalement, ça a permis d'intégrer à la fois les revenus, mais d'aller beaucoup plus loin sur finalement ça apporte quoi le relogement. Ça a permis d'aller sur une approche mixte en termes de méthode. Et puis, bien évidemment, dans la phase de collecte des données et d'interprétation, le fait d'avoir déjà des indicateurs, ça permet de faciliter l'interprétation des résultats de l'évaluation et donc de gagner en force. Là-dessus, tout ça, c'est aussi des travaux qui sont en cours. Donc, bien évidemment, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, par exemple, on est en train d'écrire un article là qui est en révision sur cette expérimentation d'évaluation au regard du bien-être. Et donc, je pourrais bien évidemment vous faire suivre ça si jamais ça vous intéresse de savoir dans le grain fin comment on s'y prend pour faire ça. Au-delà finalement de l'observation et de l'évaluation, il y a bien évidemment la question du pilotage qui se pose. Comment de tels indicateurs peuvent nourrir le pilotage de l'action? Et là, l'enjeu, bien sûr, c'est d'éviter de faire de ces indicateurs de nouveaux outils de pilotage automatique de l'action, mais de s'en servir comme d'un outil qui permet d'alimenter la réflexion sur les finalités collectives de l'action. Si on regarde le rôle favorable que peuvent jouer ces indicateurs en faveur de la transition, on se rend compte qu'ils peuvent à la fois alimenter des discussions prospectives, et à chaque fois, je vous ai mis des exemples de territoires où on observe ce type de pratiques. Ça peut servir d'outils de péréquation, et donc d'outils pour nourrir des arbitrages. Ça peut alimenter des discussions budgétaires et ça peut bien évidemment permettre de se coordonner autour d'objectifs communs. C'est l'exemple que je vous avais donné à Jacksonville en début de présentation. Alors, vous voyez bien que le champ, il est vaste et c'était un peu ambitieux pour moi de traiter tout ça aujourd'hui. J'espère que ça a été en quelque sorte une bonne mise en bouche, vous allez me dire, mais juste vous dire que on organise la 2e édition du Forum international pour le bien vivre. Alors, quand je dis on, c'est à la fois la chaire, qui est directement partie prenante de cette organisation, mais aussi l'Université de Grenoble-Alpes, les acteurs des politiques publiques, métropole et ville de Grenoble, et aussi des acteurs associatifs, CCFD, Terre Solidaire et FAIRE. Donc le Forum international pour le bien vivre, son enjeu, c'est véritablement de dire comment on met l'ensemble des acteurs autour de la table. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est entreprises, les associations, les pouvoirs publics, les chercheurs, les citoyens, pour justement faire un pas de plus en faveur d'une transformation systémique pour le bien vivre. Donc il y avait eu une première édition qui avait été organisée en 2018, qui avait rassemblé plus de 1000 personnes de 25 pays différents. Donc ça avait été effectivement un temps assez fort et qui avait permis de vraiment faire un pas de plus dans la réflexion et dans l'action. Donc l'idée là, c'est de monter encore plus en charge et notamment de bénéficier aussi du fait que cette année, on est Grenoble Capitale Verte et donc que le forum s'inscrit dans cette programmation Grenoble Capitale Verte. Donc c'est à la fois l'événement clé du mois de juin, donc c'est du 29 juin au 1er juillet, du comité scientifique Grenoble Capitale Verte. C'est un événement labellisé Grenoble Capitale Verte et c'est un événement qui intègre à la fois directement les contributions d'acteurs. Par exemple, je suis une entreprise, j'ai développé un IDH interne et je voudrais le partager. Je dépose une contribution au forum et qui intègre aussi un colloque scientifique qui est du coup dont la chaire a le lead actuellement.
Je vous ai mis également d'autres ressources complémentaires qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin que ce que je vous ai mis. Le centre ressources Cap Bien Vivre qui est basé en fait sur le même partenariat et où en ligne il y a une base de données sur les indicateurs, tout un ensemble de kits méthodologiques sur comment construire des indicateurs, comment s'en servir à des fins d'évaluation, quelle méthode d'animation on peut utiliser et qui rassemble aussi les infos du forum. Et puis, je vous ai mis aussi 2 ressources assez courtes, complémentaires sur certains enjeux du pilotage et sur l'expérimentation e-best. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc, je vous propose qu'on ouvre un temps d'échange, de discussion par rapport à ce dont vous vous seriez ressaisi dans cette un peu dense présentation. Pas trop dense, j'espère pour vous. Est-ce que c'est du coup des questions qui aujourd'hui vous préoccupent? Enfin, pour être en lien avec beaucoup d'autres acteurs, je sais que la question de l'impact social préoccupe beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est des choses qui... ça peut être très variable d'un acteur à l'autre, hein, bien évidemment, ou d'une organisation à l'autre. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous-même, c'est des champs de préoccupation forts que vous avez aujourd'hui. Moi, j'ai une question, Fiona, du coup. Vas-y, Sophie. C'était, est-ce que justement la comptabilité triple capital, ça fait partie de justement ces indicateurs qui n'étaient pas, que la comptabilité n'était pas assez globale en fait pour montrer les résultats d'une entreprise? Voilà, et est-ce que tu en sais plus sur ce sujet? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez mon dilemme avant de venir vous voir, parce que je voulais à la fois absolument vous parler du forum, parce que ça me semble vraiment essentiel que les acteurs économiques y soient. Et ça me paraît très dommage de ne pas vous y impliquer. Donc, il fallait que je vous parle de l'indicateur de bien vivre pour vous parler du forum. Et je voulais vous parler d'évaluation d'impact, parce que c'est un sujet montant. Et on voit bien que toutes ces réflexions-là, que ce soit évaluation de l'impact social ou tout le mouvement sur les indicateurs de bien vivre, recroise finalement cette question de la comptabilité alternative, sachant qu'il y en a plusieurs types, du coup, la comptabilité CARE, mais du coup, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une tentative de convergence entre ces différents mouvements qui visent justement à réinterroger ce qui fait richesse, c'est-à-dire que du point de vue de la compta, ça va réinterroger très finement hein, comment on appréhende le capital, et qui peuvent se nourrir mutuellement à différents niveaux. Par exemple, sur comptabilité, souvent, ils ont des difficultés à renseigner sur le volet social, là où, par exemple, une expérimentation comme IBES, avec son questionnaire d'enquête très fin sur les conditions de vie, le bien-être, etc., le fait assez bien. Et donc, il y a une complémentarité, en fait, entre les 2 outils qui est assez forte. Donc là, on en est juste au balbutiement de cette articulation, c'est-à-dire que le mouvement de réflexion pour finalement reposer ce qui fait richesse et bien vivre, il est commun à ces approches extra-financières, la comptabilité, mesure d'impact, mouvement du bien vivre. Mais on voit bien, comme le traduit la multiplicité des vocables, qu'il y a une difficulté à articuler l'ensemble des outils qui ont pu être développés à cette fin-là. Et donc, notamment, un des gros enjeux du forum, hein, si vous regardez dans le graphin, vous verrez sur l'appel à communication, c'est justement comment on articule un certain nombre de choses sur lesquelles on sait aujourd'hui qu'on n'est pas suffisamment avancé, que ce soit entre les enjeux de soutenabilité sociale ou de soutenabilité environnementale, et comment on articule aussi des outils qui sont pour le moment, qui ont leur intérêt propre, chacun, mais qui sont pour le moment pas suffisamment chaînés entre eux et où on voit bien que pourtant il y aurait une mise en cohérence nécessaire et utile pour les organisations. Donc ça c'est vraiment un des éléments forts hein, du forum, ce qui fait aussi que toute la partie scientifique dont j'ai la coordination porte sur la question des interdépendances et donc sur interdépendance à la fois économique, sociale, environnementale, mais interdépendance, et là vous voyez bien tous les liens hein, qu'on peut faire avec les niveaux de la chair, hein, puis intérieur, puis organisationnel, interdépendance finalement entre l'individu, le collectif, etc., et l'interdépendance aussi interscalaire et interterritoire qui pose toute la question aussi de comment on intègre des enjeux plus globaux hein, dans lesquels on est en plein dedans là avec l'Ukraine, la montée des prix, etc.,
dans ces questions-là. Comment on ne déconnecte pas justement cette interrogation sur le bien-vivre d'enjeux globaux qui, bien évidemment, réimpactent notre capacité sur les territoires à conduire la transition. Il y aura du coup parce qu'il y a deux manières de participer au forum, soit vous êtes hyper motivé et on peut carrément penser à un montage dans l'atelier, par exemple, s'il y a des questions que vous avez en cours et que vous dites, il ne s'agit pas de présenter simplement des travaux aboutis. L'idée, c'est justement aussi de pouvoir présenter des réflexions qui sont en cours et de dire avec les acteurs qui seront autour de la table, puisqu'il y aura quand même des acteurs très multiples, mais aussi beaucoup d'experts, à la fois nationaux, mais aussi internationaux sur les sujets d'indicateurs, de RSE, etc., de dire comment finalement on arrive à construire collectivement aussi des réponses. Donc c'est bien un lieu de construction aussi de l'action forum. Donc, il y a cette première possibilité-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait dommage de s'en priver, vraiment, si jamais vous y trouvez de l'intérêt. Et en tant qu'acteur, partenaire de la chaire, il y a vraiment possibilité de vous intégrer directement au programme en construisant quelque chose. Et puis, comme participant, on va aussi faire des parcours et notamment, on sait qu'il y a des choses qui peuvent intéresser plus directement les entreprises, compta, impact social, etc. Donc, il y aura des parcours qui seront fléchés plus à destination des entreprises sur un certain nombre de champs dont on sait qu'il y a effectivement une interrogation forte aujourd'hui pour ces acteurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations, d'autres réactions, d'autres remarques ou… Moi, j'avais une question, Fiona, oui, c'est Florence. Je trouve hyper intéressant là, ce que tu as montré par rapport à l'agglomération grenobloise. Est-ce que tu as des exemples au sein des entreprises? Parce qu'autant ça me paraît intéressant, mais en même temps, ça me paraît aussi assez compliqué de par le nombre de champs adressés. C'est vrai que nous, en entreprise, on a plutôt l'habitude de pratiquer des enquêtes auprès des salariés, mais que je trouve moins complètes et puis dans un champ moins large. Est-ce que tu as connaissance de démarches dans des entreprises avec voilà, ce type de démarche très globale? Alors, il y a eu, à différents niveaux, il y a eu des tentatives à la fois avec plutôt des traductions ISO 26000. Il y a eu des tentatives autour de l'IDH, un IDH adapté au niveau des entreprises. Il y a eu des mouvements sur, effectivement, qualité de vie, etc. Mais tout ça se nourrit aujourd'hui beaucoup quand même de la réflexion impact social. Donc, c'est là où on voit que ce n'est pas le même vocable, mais en fait, ça interroge au même endroit, c'est-à-dire ça interroge c'est quoi notre contribution au bien commun. Mais pour le moment, c'est encore quand même balbutiant, pour être honnête. Vous verrez sur le Cap Bien Vie, il y a certains éléments qui touchent aux entreprises plus directement sur la base de données. On va la compléter là-dessus. Donc, pensez bien que c'est la V1, c'est-à-dire qu'on va avoir une V2 pour le forum qui sera beaucoup plus riche, notamment sur ce volet-là, parce que vu qu'on a un gros réseau d'acteurs qui travaillent autour de ça aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à… là, pour le moment, les contributions qu'il y a sur le site, ce sont celles du collectif qui porte le site, mais on va élargir finalement les contributions, puisque c'est un centre ressources, à tous les acteurs qui ont pu contribuer sur ces sujets-là, donc pour que ce soit le plus riche possible. Mais pour le moment, ce n'est pas très, très bien structuré du point de vue des organisations. Et un des points assez compliqués, c'est que du coup, souvent, l'impact, il est mesuré juste dans les frontières de l'organisation et donc, il intègre très mal ce qui est finalement la contribution de l'organisation au territoire. Et là, on est en plein dedans avec Léonore Lavoine, dont j'encadre la thèse, parce qu'en fait, elle fait sa thèse sur l'évaluation de l'impact social territorial. Donc, elle est salariée CIFRE dans une organisation qui, justement, s'interroge sur quelle est ma contribution, en fait, au territoire et comment j'appréhende cette contribution-là avec mes propres, finalement, catégories, mais en ne restant pas simplement dans ce pourtour organisationnel. Donc, la thèse, elle est en cours. Ça fait 1 an qu'elle travaille dessus, Éléonore. On a déjà un premier papier qui est écrit, justement, qui donne certains jalons pour justement progresser sur l'impact social territorial. C'est une question charnière et en fait aujourd'hui il y a très peu de méthodologies vraiment développées autour de ça, d'où l'utilité d'une thèse et ce qui est vraiment assez excellent, c'est qu'en fait Éléonore, elle a travaillé comme consultante pendant 5 ans à un atelier
une organisation qui s'appelle Kimso, qui était spécialisée sur l'évaluation d'impact social. Donc, elle connaît très, très bien le champ des pratiques existants. Et donc là, elle est vraiment en train de développer tout un ensemble d'outillages nouveaux pour dire justement comment on va au-delà. Donc ça, il y aura aussi des présentations au forum là-dessus. Et il y a aussi tout un ensemble de travaux qui sont conduits aujourd'hui autour de l'indicateur de capacité relationnelle, plutôt à l'échelle des organisations directement. Donc, il y aura tout un tas d'ateliers qui vont traduire aussi l'état du sujet sur ça. Hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le forum, parce que je pense que ça peut vraiment être un temps pour se nourrir à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres réactions, à la fois sur les ressources ou sur le contenu. Je suis peut-être passée un peu vite, hein, parce que j'ai péché un peu par excès d'enthousiasme, peut-être. Non, moi, je rebondissais un peu sur je voulais rebondir un peu sur ce que disaient Florence et Sophie, parce que ça résonne pas mal également chez moi. Alors, je trouve ça intéressant de se poser la question de notre impact sur le territoire et de l'impact du territoire sur nous aussi. On est vraiment en plein dedans. Clairement, c'est ce que je vis en ce moment tous les jours. Et je m'interrogeais sur... on utilise effectivement souvent en interne dans l'entreprise l'outil de l'enquête pour mesurer ça, mais je trouve que l'enquête a pas mal de limites, à la fois dans sa mise en œuvre, parce que c'est relativement lourd à réaliser et à traiter, et à la fois aussi parce que c'est de l'auto-déclaration, c'est du déclaratif. Et donc, je trouve pour ça intéressant, mais limité. Et je me demandais si il pouvait pas y avoir, s'il y avait un travail de fait, ou si même on pouvait mener cette réflexion dans le cadre de la communauté de pratique sur quels sont les indicateurs que nous pouvons mettre ensemble pour pouvoir mettre en lumière un certain nombre de points forts ou de points difficiles. Si je regarde uniquement l'absentéisme ou uniquement le turnover, ça ne va pas forcément me donner un indicateur sur la qualité de vie au travail ou la qualité de la relation dans l'entreprise, etc. Donc, je trouverais intéressant. Je ne sais pas s'il y a un travail qui a déjà été réalisé un peu comme ça, ou s'il y a un moyen de réfléchir ensemble voilà, pour Alors, il aider à y a des construire travaux, c'est vrai que, quand je disais c'est un peu plus balbutiant, il y a quand même beaucoup de travaux sur l'usage d'un point de vue indicateur dans les organisations, mais quand je dis c'est balbutiant, c'est notamment, c'est pas très très bien articulé tout ça aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a un enjeu de se doter d'outils communs et en même temps de pas aller sur des indicateurs extrêmement frustres. Si vous prenez la plateforme par exemple Impact Social qui a été créée par le gouvernement récemment, donc la France veut effectivement faire de lance sur ces sujets-là, donc ils ont créé une plateforme autour de ça. Les indicateurs qui sont en ligne à destination des entreprises sont des indicateurs effectivement très frustres, type taux d'absentéisme, etc. Et on voit bien qu'on passe à côté des enjeux et qu'on risque d'avoir effectivement des effets totalement contre-productifs. C'est aussi pour ça que j'avais démarré la présentation avec les dangers qui peuvent être associés à cette quantophrénie. Donc, il y a des sources d'inspiration, disons. Par exemple, je vous avais cité Jacksonville, c'est un cas où effectivement ça a été utilisé à la fois en interne dans les entreprises et à la fois de manière commune sur le territoire, mais je pense qu'il y aurait effectivement un vrai travail intéressant à faire autour de ça. Moi, je serais ravie que, par exemple, on se saisisse du forum en se disant on se fait un premier temps collectif en invitant les experts pertinents autour de ça pour phosphorer sur ce qui pourrait faire sens dans vos différentes organisations. Et vu qu'il y aura aussi les pouvoirs publics qui seront présents, etc., ça veut dire qu'on peut vraiment avoir une réflexion croisée autour de ça, avec des acteurs qui sont intéressés. Donc, j'avoue que j'aurais beaucoup d'enthousiasme pour cette idée, Béatrice. Avec la contrainte d'avoir au final une mise en œuvre extrêmement simple, parce qu'on ne va pas embaucher quelqu'un pour... C'est ça, c'est comment on évite aussi des usines à gaz, et c'est vraiment un des champs de réflexion avec Eleonore aujourd'hui, parce qu'on sait bien que si on veut ne pas tomber dans des formes d'évaluation sur lesquelles on est très critique, qui sont très frustres, etc., et qu'on veut des évaluations qui sont plus complexes, plus synergiques, qui interrogent les finalités, ça peut être plus coûteux en termes de temps, plus chronophage, et donc ça peut être des usines à gaz pour les acteurs. Donc comment on arrive à faire des évaluations à la fois simples
et qui respectent finalement cette complexité. Alors, je pense qu'il y a, il y a un vrai apprentissage collectif autour de ça. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, IBES, par exemple, pour la métropole, ce n'est pas une usine à gaz, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça au quotidien dans leur service, mais parce qu'il y a eu tout un travail en amont. Je pense que si on faisait à peu près le même travail sur vos organisations, il peut avoir une montée en apprentissage aussi qui fait qu'on se dote vraiment d'une base méthodologique qui fait que c'est facilement réappropriable. Par exemple, le département de l'Isère s'est ressaisi IBEST. Ils n'ont pas passé 2 ans à s'en ressaisir. En un mois, les services, ils étaient familiers, etc. Ils voyaient ce qu'ils allaient en faire, par exemple. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Alors, je ne veux pas trop dépasser, mais s'il y a vraiment une question qui brûle les lèvres à quelqu'un ou une remarque, je la prends quand même. Pas forcément. N'hésitez pas si après, il y a sur d'autres champs, parce que c'est vrai que vous voyez que moi, je gravite autour de toutes ces questions, comptabilité, impact, développement territorial, etc. Donc, j'ai mis certaines ressources. Mon PowerPoint était déjà un peu lourd, un peu trop. J'ai un peu péché, je vous avoue. Mais du coup, si jamais il y a des champs qui vous intéressent particulièrement et que je ne les ai pas forcément traités, vous pouvez me solliciter en direct en me disant est-ce qu'il n'y a pas une ressource là-dessus ou même cette ressource-là, où est-ce que je pourrais la trouver, par exemple. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce temps autant que moi. En tout cas, c'était un plaisir. Et est-ce que vous êtes d'accord du coup que je revienne vers vous pour le forum pour se dire comment on se conçoit un temps collectif autour de ça? Oui, peut-être à discuter aussi lors de la prochaine, notre prochain point. Ouais. Ouais, je vais essayer de m'insérer à la prochaine communauté parce que normalement, je n'étais pas censée être là, mais ce serait effectivement assez formidable que j'y sois pour qu'on en rediscute. Merci beaucoup. Merci à toutes, je crois, je peux dire, parce qu'on n'était que des femmes aujourd'hui et c'est souvent le cas sur ces questions-là, étonnamment. À très bientôt. À bientôt, merci Fiona. Au revoir. Au revoir.